Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 32 et dans cet épisode 32 j'avais envie de te parler comment faire pour améliorer ton absorption du fer, donc le fer alimentaire bien sûr, là on va parler du minéral. Comment faire pour améliorer l'absorption, parce que pour rappel, ou si tu ne le savais pas, la déficience en fer, c'est-à-dire l'anémie, généralement on l'appelle comme ça, c'est l'une des plus courantes en fait au monde. Donc même si évidemment dans les pays développés comme nous, on n'est pas énormément touché par ça, on peut l'être assez facilement, notamment les personnes qui suivent des diètes, tout ce qui est végétarien, voire végétalien, d'autant plus. Donc je vais vraiment parler des différentes astuces pour améliorer son absorption. Ici je vais pas parler des meilleures sources alimentaires en fait, ça c'est très simple, on en parle souvent beaucoup. Ici je vais vraiment parler de comment, grâce aux associations alimentaires en fait, et je vais même pas parler de suppléments ici, j'aurais pu mais je ne vais pas en parler. Je vais parler comment, en alliant différents aliments, tu peux améliorer ton absorption du fer ou alors même l'inhiber, et je vais expliquer tout ça tout de suite. Donc, avant de commencer, j'aimerais expliquer qu'il y a deux types de fer, deux formes de fer, on pourrait dire. Donc, il y a le fer dit M et il y a le fer dit non M. Donc, le fer M, en fait, lui, il est d'origine plutôt animale. On le trouve dans les sources animales. Donc, par exemple, de la viande rouge, notamment aussi du foie, etc. Par contre, le fer non M lui se trouve dans les sources végétales, donc plutôt tout ce qui est lentilles, tout ce qui est autres légumineuses, comme par exemple des haricots rouges ou même des épinards, etc. La différence majeure entre ces deux sortes de fer sont l'absorption justement. Il faut savoir que l'absorption du fer M est environ entre 15 et 35%, c'est-à-dire que si tu consommes 1 mg de fer M par jour, dans un repas par exemple, eh bien tu vas environ absorber entre 0,15 mg et 0,35 mg. Alors que si tu consommes 1 g de fer non M, tu vas absorber seulement entre 0,02 mg ou alors 0,2 mg, soit entre 2 et 20% d'absorption. Donc ça fait quand même une grosse différence à la journée. Après, on pourrait se dire déjà, après je vais dire les différentes astuces, mais on pourrait se dire déjà le fer M est plus intéressant si on est quelqu'un qui mange une diète omnivore. C'est vrai, mais il faut savoir que le fer non M correspond quand même à environ 60% voire plus des besoins en fer que l'on recouvre dans la journée. C'est-à-dire que on a besoin généralement la plupart des personnes, entre 8 et 15 mg de fer par jour. Et encore, c'est une grosse fourchette parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Eh bien, il faut savoir que parmi ces 8 mg, 15 mg par jour, il y a environ 70% de ceux-ci qui proviennent du fer non M, dû au fait qu'il est très présent dans l'alimentation. Donc maintenant, j'ai assez parlé pour la présentation du fer. Je vais vraiment expliquer maintenant les différentes astuces pour pouvoir améliorer son absorption. Donc je vais parler pas mal du fer non M, tout simplement parce qu'il est bien plus influencé par l'alimentation que le fer M sur son niveau d'absorption. Donc déjà, le premier point avec le fer non M, je vais commencer par les points on va dire négatifs, c'est qu'il est consommé avec de grosses quantités d'acide phytique. Alors il faut savoir que l'acide phytique en fait c'est présent dans tout ce qui est graines, donc tout ce qui est céréales, graines, aussi certaines légumineuses. Et en fait cet acide phytique est présent notamment au niveau on va dire de la coque extérieure, de la couche extérieure des céréales. Et cet acide phytique, le problème c'est que lorsque l'on l'absorbe, lorsqu'on le consomme avec du fer non M, eh bien celui-ci en fait il se lie au fer non M et il forme des complexes insolubles, c'est-à-dire que notre corps ne va pas pouvoir les absorber par la suite. Donc ça c'est le premier problème, c'est l'acide phytique. Et après je vais expliquer une autre astuce justement qui va permettre de contrer ce problème-là. Ensuite, un deuxième problème avec l'absorption du fer, c'est de consommer trop de polyphénols. Il faut savoir que les polyphénols, ils peuvent aussi, inhiber l'absorption du fer par le même mécanisme que l'acide phytique, c'est-à-dire qu'ils créent aussi des complexes avec le fer non M. Par exemple, il y a les tanins, c'est une sorte de polyphénol. Eh bien, ils sont notamment présents, si je dis pas de bêtises, dans le thé. Eh bien, par exemple, si on consomme 5 mg de tanin, il va y avoir environ 20% d'inhibition de l'absorption du fer non M, alors que, et si on en consomme carrément 100 mg, eh bien, il va y avoir 88% d'inhibition.
Donc c'est vraiment quelque chose qui dépend de la dose. C'est pareil avec l'acide phytique. Tout dépend de la dose, si on en consomme beaucoup ou pas dans le repas avec le fer. Mais plus on en consomme et plus ça va avoir un effet négatif. Ensuite, un troisième point qui est négatif sur l'absorption du fer, ça va être le calcium. Le calcium, en fait, lui, il va interférer avec les transporteurs de fer. Et le calcium, le problème, en fait, c'est quand, encore une fois, on le consomme en de grosses quantités. Il faut savoir que le calcium, si on en consomme environ un petit peu plus de 50 mg dans un repas, il va commencer à avoir un effet sur l'absorption du fer. Cette fois-ci, le calcium, lui, vu qu'il impacte directement les transporteurs du fer, il va impacter à la fois l'absorption du fer non M, mais également le fer M. Donc il va davantage poser problème. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, il dépend de la quantité. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ton meilleur repas de calcium, ou t'en as pas, je sais pas, 400, 500 mg de calcium, c'est pas grave. Si t'as 100, 150 mg de calcium, encore une fois, ça dépend de la dose. Et voilà. En fait, le but ici, c'est juste pas de consommer des repas trop riches en calcium avec des repas trop riches en fer. Parce que sinon, il va y avoir une interférence entre les deux et les taux de fer vont être largement influencés en fait par cela, tout simplement. Donc ça c'était ce point-ci. Après il y a un autre point aussi, donc ça c'est le dernier point on va dire vraiment négatif au niveau de l'absorption, ça va être certaines peptides. Donc au niveau des peptides là je pense notamment à certaines peptides comme la caséine qui est présente dans le lait par exemple. En fait, encore une fois, certaines peptides, elles vont créer des complexes avec le fer. Et encore une fois, ça dépend de la dose. C'est-à-dire que ici, tous les facteurs d'inhibition dépendent vraiment de la dose. Il faut savoir que les peptides, ça ne concerne pas tous les peptides, encore heureux, parce qu'il y a des peptides un petit peu partout. Mais ici, on parle plutôt des peptides, par exemple, qui posent problème dans les produits laitiers notamment. Donc, juste ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que il faut pas consommer des aliments super riches en fer quand on consomme beaucoup de produits laitiers à côté dans le même repas. C'est pas optimal en fait dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'était vraiment le quatrième point, on va dire négatif, qui a un impact négatif sur l'absorption du fer. Maintenant qu'on a ces 4 points-là, déjà tu dois te dire en fait que concrètement, ce qui a un impact relativement mauvais sur l'absorption du fer, c'est déjà les produits laitiers. Ça veut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas intéressants à consommer, mais ici on parle vraiment du fer. Pourquoi les produits laitiers? Tout simplement parce que les produits laitiers contiennent à la fois des peptides comme la caséine qui posent problème, mais également qui contiennent du calcium en des quantités non négligeables. Donc ça c'est un premier problème. Et ensuite, il y a certains légumes, donc je pense notamment par exemple aux épinards et aux choux. Par exemple, ils contiennent de l'acide phytique, des polyphénols également, et aussi du calcium. Ils contiennent quand même aussi des bons taux de calcium parce qu'il y a des légumes qui sont bien riches en calcium. Donc encore une fois, là il y a 3 facteurs qui sont réunis. Donc si on consomme ces aliments-là avec des aliments très riches en fer, ça peut poser problème, notamment avec des lentilles par exemple, pour donner un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, ce sont des exemples. Évidemment, on va passer maintenant aux différents points pour améliorer l'absorption. En fait, tu vas vite te rendre compte que les points qu'on a cités juste ici ne sont pas trop un problème si on sait comment y prêter attention et si on sait comment réagir. Donc un premier point qui permet de mieux absorber le fer va être de consommer davantage de vitamine C. Donc la vitamine C est aussi connue sous le nom d'acide ascorbique, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que la vitamine C, en fait, elle a différents aspects très intéressants pour le fer. Donc déjà, la vitamine C, elle permet, en fait, elle a un effet avec le fer un peu un effet protecteur en fait avec le fer, qui permet qui permet de prévenir la formation de complexes entre le fer par exemple et les polyphénols ou même l'acide phytique ou même la caséine ou d'autres peptides. Donc ça c'est un point très intéressant. Il faut savoir en fait que encore une fois ça dépend de la dose, c'est-à-dire que la vitamine C a un impact plus ou moins positif sur le fer selon la dose. Donc en fait, en quelque sorte, on pourrait dire que la vitamine C permet de contrer les effets indésirables de l'acide phytique, également des polyphénols, également des peptides, de certaines peptides sur le fer. Ça dépend de la dose, donc
puisque ici la vitamine C c'est aussi une vitamine qui s'absorbe relativement vite, il faut la consommer dans le même repas que le fer où on veut qu'elle ait effet. C'est-à-dire que si tu consommes un repas riche en fer, mais il y a aussi de l'acide phytique, etc., si tu consommes ta source de vitamine C, par exemple un kiwi, une orange, des poivrons, etc., eh bien si tu consommes ça peut-être 1 heure ou 2 heures après, ça va pas du tout avoir le même impact, ça va pas du tout être protecteur par rapport à si tu l'avais mangé dans une fourchette de 30 minutes autour, ou dans une fourchette de 15 minutes même, dans le même repas, quoi. Donc ça c'était le premier point. Donc l'acide ascorbique aussi, pourquoi est-ce qu'il permet, il y a pas que l'effet protecteur qu'il a, en fait il permet aussi d'améliorer l'absorption du fer non M. Donc là je parle du fer non M, parce qu'il permet en fait, il aide à sa réduction, donc c'est-à-dire qu'il transforme en fait du fer sous forme ferrique en fer sous forme, je ne sais plus comment on dit, mais en gros il transforme en Fe3, en Fe2. Donc en d'autres termes, il transforme le fer en une forme plus soluble, une forme qui s'absorbe beaucoup mieux. Donc c'est davantage aussi par ici, c'est aussi là en fait l'effet intéressant de l'acide ascorbique. J'ai eu du mal là. Le deuxième point intéressant, ce sont les tissus musculaires. Alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais ici on parle vraiment de la viande du coup, pour le coup. En fait les tissus musculaires concrètement, pour le moment on ne sait pas vraiment d'un aspect scientifique pourquoi est-ce que c'est intéressant, mais on a bien vu en fait que les tissus musculaires avaient un effet très similaire à celui de l'acide ascorbique, et qu'il permettait d'améliorer l'absorption d'un facteur de 2 voire x3 du fer non M. Donc en termes d'équivalence, il faut savoir que 30 grammes de tissu musculaire, donc ça fait bien un petit peu plus de 100 grammes de viande, ça dépend quelle viande, donc 30 grammes de tissu musculaire a environ le même effet de 25 mg de vitamine C. Donc je tiens aussi à prévenir que la vitamine C, les aliments riches en vitamine C, à la fois la cuisson, la transformation, mais également la conservation impactent les taux de vitamine C. Ce qui signifie que si par exemple, tu cuis du poivron, ou tu conserves longtemps du poivron, ou tu conserves longtemps un kiwi, etc., eh bien, il aura moins de vitamine C. Donc, évidemment, il aura un effet, on va dire, moins puissant sur l'absorption du fer. Ça, c'était le petit point que j'avais oublié de préciser. Donc, maintenant qu'on a vu ce deuxième point, eh bien, il y a un troisième point qui est intéressant. Alors, celui-là va un peu surprendre, et je vais mettre clairement les limites. C'est l'alcool. En fait, l'alcool permet d'améliorer l'absorption du fer, tout simplement parce qu'il il régule l'expression d'une hormone qui permet elle-même de réguler l'absorption du fer. C'est-à-dire que quand on consomme de l'alcool, eh bien l'alcool en fait régule l'hormone de façon à ce que cette hormone-là, elle permet d'améliorer le potentiel d'absorption du fer via différents mécanismes, donc les transporteurs, etc. Évidemment, l'alcool, le but c'est pas de s'enfiler 4 bières de suite pour avoir l'argument principal que ça améliore l'absorption du fer. Ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, c'est pas non plus une raison pour se voir obligé de consommer de l'alcool. Il faut savoir que l'alcool, en règle générale, a quand même un ratio risque-bénéfique qui est plutôt négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus d'effets négatifs, on va dire, que d'effets positifs pour ce qui est d'un aspect santé physique. Donc encore une fois, je dis juste ça par titre indicatif, mais c'est pas du tout une raison pour en profiter, et surtout pour trouver ça comme excuse. Et enfin, le dernier point que je voulais aussi dire, c'est tout simplement certains aliments de fermentation. Donc je parle pas des aliments ici de produits laitiers de fermentation, pour la simple et bonne raison qu'ils contiennent du calcium, comme on l'a dit. Donc évidemment c'est un effet inhibiteur, et ce qui veut dire que ce que je vais dire par la suite, le facteur on va dire positif va permettre de compenser le facteur négatif du calcium qu'il y a dans les produits laitiers, d'où l'intérêt que les produits laitiers fermentés ne sont pas plus intéressants, n'ont pas vraiment un effet réellement positif sur l'absorption du fer. Par contre, les aliments fermentés du style donc certains légumes, par exemple la choucroute, qui sont fermentés, il y a un intérêt parce qu'en fait il y a production d'acide lactique dans ces aliments notamment, et en fait l'acide lactique, donc la fermentation, en fait l'acide lactique qui est produite par la fermentation permet justement de produire de la phytase,
de produire de la phytase, donc c'est-à-dire que l'acide lactique produit lui-même de la phytase, ou même ça permet, donc dans certaines céréales, si certaines céréales sont par exemple fermentées, ça permet également de tout simplement faire redevenir active la phytase qu'il y avait dans les céréales, parce qu'en effet dans les céréales en fait il y a de la phytase, et en fait la phytase, si t'as pas encore compris ce que c'est, parce que je l'ai pas expliqué, la phytase en fait c'est une enzyme qui permet de détruire en quelque sorte, de catalyser l'acide phytique. Donc l'acide phytique qui, pour rappel, pose problème. Et justement, comme je disais, l'acide lactique permet en fait de réactiver la phytase qui est, on va dire, endormie dans les céréales. Et donc en la réactivant, ça permet qu'elle en fait détruise la phytase qu'il y a justement présente dans ce céréal en question. Donc ça peut avoir un intérêt. Évidemment, je demande pas qu'on consomme que des aliments fermentés. Encore une fois, il y a un ratio risque-bénéfique à avoir. Les aliments fermentés peuvent poser certains problèmes digestifs par exemple, et également d'autres problèmes, donc il ne faut pas en abuser. Mais si t'aimes bien les aliments fermentés comme de la choucroute, comme d'autres céréales par exemple qui sont fermentées, pourquoi pas en consommer 1, 2 fois voire 3 fois la semaine si ça te fait plaisir, et comme ça au moins ça pourra avoir un impact positif sur le fer. Et du coup, quand tu consommes des aliments fermentés comme ça, pourquoi ne pas en profiter pour mettre justement des aliments riches en fer dans le même plat, parce que sinon ça perd un peu de son intérêt si tu le fais pour ce côté-là. Donc je pense avoir fini le podcast. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à me poser des questions justement sur Instagram si tu en as à propos du podcast. Je te dirai, je te répondrai le plus précisément possible selon ta question. Et n'hésite pas aussi à noter ce podcast du coup 5 étoiles, si ça me fait extrêmement plaisir. Si tu es sur une plateforme qui peut noter, par exemple Now Minute ou alors Apple Podcast, ça me fait beaucoup plaisir. Et n'hésite pas aussi à me faire un retour écrit sur Instagram. Et puis du coup on se dit à très bientôt, on se dit à la prochaine, et n'oublie pas de mettre ça en pratique. Allez, ciao ciao.